Commençons cette vidéo avec des exemples d'autres formes de boucles for. Cette boucle for commence par déclarer une variable p et l'initialise à 0. La condition est p strictement inférieur à 10 et l'instruction d'incrémentation est p plus égale 2. Et je vous rappelle qu'écrire p plus égale 2, c'est équivalent à écrire p égale p plus 2, c'est-à-dire qu'on va ajouter 2 à la variable p à chaque tour de boucle. P va donc commencer à la valeur 0. À la fin du premier tour de boucle, on va ajouter 2 à P. P va donc prendre la valeur 2. Ensuite, P va prendre la valeur 4, ainsi de suite, jusqu'à ce que P prenne la valeur 10. Dans ce cas, la condition devient fausse et on va sortir de la boucle. Donc dans ce cas, P va prendre les valeurs 0, 2, 4, 6 et 8. Dans ce deuxième exemple, on commence par déclarer une variable k initialisée à 10. La condition est k strictement supérieur à 0, donc faites attention, on a changé le sens de comparaison ici. Et l'instruction d'incrémentation est moins k, qui est équivalente à écrire k égale k moins 1, c'est-à-dire qu'on va retrancher 1 à la variable k à chaque tour de boucle. K part donc de la valeur 10. À la fin du premier tour de boucle, k vaut 9, ensuite 8, ainsi de suite, jusqu'à ce que k prenne la valeur 0. Dans ce cas, la condition devient fausse et on sort de la boucle. Donc k, dans cet exemple, va prendre les valeurs 10, 9, 8, etc. jusque 1. Dans ce dernier exemple, on commence par déclarer une variable i initialisée à 0. La condition est i supérieur ou égal à 0 et l'instruction d'incrémentation est plus i qui va ajouter 1 à chaque tour de boucle. I commence donc à la valeur 0, ensuite i va prendre la valeur 1, la condition va être vraie, ensuite i va donc prendre la valeur 2, la condition va être toujours vraie et en fait dans ce cas la condition sera toujours vraie, du moins dans le principe, et on ne va jamais sortir de la boucle. Alors pourquoi du moins dans le principe? Pour des raisons techniques que je ne vais pas détailler, ce n'est pas complètement vrai, mais on va tout de même répéter la boucle un très grand nombre de fois. Une boucle for peut donc ne pas s'arrêter si la condition est toujours vraie. Alors plusieurs causes sont possibles. Comme dans l'exemple précédent, peut-être qu'on s'est trompé sur la condition, comme ici. Alors encore une fois, ce n'est pas complètement vrai. Dans un tel cas, on va tout de même sortir de la boucle, pour des raisons techniques qu'on ne va pas détailler ici, mais après un très grand nombre d'itérations. Une deuxième erreur possible est de se tromper sur l'incrémentation. Par exemple ici, ma condition est sur la variable i, et je me suis trompé, j'incrémente la variable j. Comme i est initialisé à 0, cette condition va toujours être vraie, et on ne va jamais sortir de la boucle. Passons maintenant à quelques erreurs commises fréquemment par les débutants. Notez tout d'abord qu'il n'y a pas de point-virgule à la fin de la ligne qui commence par le mot-clé for, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de point-virgule ici. Mais il se trouve que le compilateur va accepter votre programme si vous mettez tout de même un point-virgule, mais votre programme va se comporter de façon un peu surprenante. Plus exactement, avec le point-virgule, ce code va n'afficher qu'une seule fois le mot bonjour. Alors pourquoi? C'est parce qu'en fait, le point-virgule que j'ai mis ici va être considéré comme l'instruction vide, une instruction qui ne fait rien, et ce code va être interprété de la façon suivante, c'est-à-dire que seul le point-virgule se trouve à l'intérieur de la boucle. Cette boucle va donc répéter 10 fois l'instruction vide, c'est-à-dire ne rien faire. L'instruction d'affichage qui est ici se trouve en fait à l'extérieur de la boucle et va donc n'être exécutée qu'une seule fois. Et donc ce code affiche une seule fois le mot bonjour. Il faut également faire attention aux accolades. Par exemple, ce code-ci va produire cet affichage, c'est-à-dire que cette instruction va être répétée 5 fois,
mais cette instruction va n'être exécutée qu'une seule fois. Alors pourquoi? Parce que ce code va être interprété de la façon suivante, c'est-à-dire que cette instruction est à l'intérieur de la boucle, mais celle-ci est en dehors de la boucle. Attention donc, l'indentation, c'est-à-dire le fait de déplacer ces deux lignes sur la droite ici, ne suffisent pas à faire que les deux instructions soient dans la boucle. Si je veux mettre les deux instructions dans la boucle, il me faut mettre une accolade ouvrante avant la première instruction, une accolade fermante après la dernière instruction, et dans ce cas-là, j'obtiendrai l'affichage i égale 0, bonjour, i égale 1, bonjour, etc. Évitez également de modifier la valeur de la variable qui permet de contrôler le nombre de tours de boucle à l'intérieur du corps de la boucle, c'est-à-dire éviter de faire comme dans cet exemple, où j'ai commencé par déclarer une variable i, et l'initialiser à 0, que j'utilise dans la condition et dans l'instruction d'incrémentation, et que je modifie également cette variable i à l'intérieur du corps de la boucle. Alors pourquoi il faut éviter de faire ce genre de choses? C'est parce que premièrement, ça ne fera sans doute pas ce que vous voulez. N'oubliez pas que la boucle for avec l'instruction d'incrémentation va de son côté modifier la valeur de la variable i. Et deuxièmement, ça va être difficile pour un relecteur humain de comprendre ce que fait le programme, puisqu'il ne va pas forcément s'attendre à ce que la variable définie, déclarée dans la boucle for, soit modifiée dans le corps de la boucle. Passons maintenant à un exemple qui est très représentatif de problèmes qu'on peut rencontrer avec des boucles for. Cet exemple consiste à écrire un programme qui demande 4 notes à l'utilisateur et affiche la moyenne de ces 4 notes. Sans utiliser de boucle for, je pourrais écrire mon programme de la façon suivante, c'est-à-dire répéter 4 fois ces deux instructions qui demandent à l'utilisateur d'entrer une valeur et mettre la valeur entrée par l'utilisateur dans une variable. Ma première variable s'appelle note 1, ensuite j'ai note 2, 3 et 4. Arrivé à ce stade du programme, les variables note 1, 2, 3 et 4 contiennent les 4 valeurs entrées par l'utilisateur. Je peux calculer leur somme, mettre le résultat dans une variable que j'ai appelée somme, et il ne me reste plus qu'à diviser somme par 4 pour obtenir la moyenne. Maintenant, le fait que j'ai dû utiliser 4 variables différentes pour chacune des 4 notes m'empêche d'introduire directement une boucle for. Je vais donc commencer par réécrire ce code en n'utilisant qu'une seule variable pour l'ensemble des 4 notes. Donc, ce nouveau code va s'écrire de la façon suivante. J'ai ici toujours ma variable somme. Je demande à l'utilisateur d'entrer une première valeur que je vais stocker dans la variable note. J'ai maintenant ensuite cette affectation, somme égale somme plus note, que je vais détailler dans un instant, et je vais répéter cette fois-ci toujours ce code en utilisant à chaque fois la même variable note pour stocker la valeur entrée par l'utilisateur. Et nous allons voir que à ce stade du programme, la variable somme contient effectivement la somme des 4 notes, et il me suffit de diviser somme, comme avant, par 4 pour obtenir la moyenne. Donc je vais maintenant détailler cette nouvelle version du code pour vérifier que je fais bien la même chose que la première version. Pour vérifier cette nouvelle version, supposons que l'utilisateur entre les notes 5, 4, 6 et 4. Le programme commence par déclarer une variable somme et l'initialiser à 0. On passe ensuite à cette instruction-ci qui affiche un message invitant l'utilisateur à rentrer une valeur. Cette valeur va être lue au clavier et stockée dans la variable note déclarée ici. Et j'ai dit que la première valeur serait 5. On passe ensuite à cette
affectation qui consiste à calculer d'abord la valeur de somme plus note. Somme vaut 0, note vaut 5, et la valeur de cette expression est donc 5. Cette valeur va être mise dans la variable somme. On passe ensuite à la deuxième note, entrée par l'utilisateur, et j'ai supposé que c'était la valeur 4. Cette affectation va donc calculer d'abord cette expression, c'est-à-dire somme qui vaut maintenant 5, plus note qui vaut 4, obtenir la valeur 9, et cette valeur va être stockée dans la variable somme. Passons à la troisième note, qui vaut maintenant 6. Cette expression va donc maintenant valoir 9 plus 6, c'est-à-dire 15, et on va mettre le résultat dans somme. Et vous pouvez vous convaincre qu'à ce stade du programme, somme va contenir 5 plus 4 plus 6 plus 4, c'est-à-dire bien la somme de toutes les notes, et on va obtenir 19. Et cette instruction-là va donc bien afficher la moyenne des 4 valeurs entrées. Cette nouvelle version va rendre plus facile l'introduction d'une boucle for pour éviter la répétition de ces 3 instructions qui sont donc répétées 4 fois dans mon programme, une fois pour chacune des notes. Je vais donc mettre ces 3 instructions à l'intérieur d'une boucle for, comme ainsi. C'est ce que j'ai fait ici. Ma boucle for va utiliser une variable qui va varier entre 1 et 4. Et donc, ce programme-ci est équivalent au programme précédent. C'est ce que je peux vérifier très rapidement sur un exemple. Alors, il ne faut pas que j'oublie d'initialiser la variable somme à 0. C'est ce que j'ai fait ici. Au premier tour de boucle, i vaut 1. Supposons, comme avant, que la première note entrée par l'utilisateur soit la valeur 5. Cette instruction va donc mettre la valeur 5 dans ma variable note. Quand je passe à cette affectation va calculer la valeur de cette expression, c'est-à-dire, comme avant, somme, donc 0, plus note, c'est-à-dire 5. On va obtenir la valeur 5 pour cette expression. L'affectation va mettre cette valeur dans la variable somme, c'est-à-dire qu'on va remplacer le 0 ici par la valeur 5, et on obtient donc exactement le même mécanisme que dans ma deuxième version, mais cette fois-ci avec une boucle for. Et à ce stade du programme, la variable somme contiendra la somme des 4 valeurs entrées par l'utilisateur. Supposons maintenant qu'on veuille laisser l'utilisateur choisir le nombre de notes dont il veut calculer la moyenne. Comment faut-il modifier notre programme? Alors, je vais d'abord introduire une variable que j'ai appelée nombre de notes, ici. J'ai d'abord ici un message d'invite pour inviter l'utilisateur à entrer le nombre de notes, et avec cette instruction, je vais lire au clavier la valeur qui a été rentrée, et mettre la valeur entrée dans ma variable nombre de notes. Je n'ai maintenant plus qu'à modifier ce 4 par ma variable nombre de notes, ainsi que ce 4-ci, qui me permet de calculer la moyenne des notes entrées. Voilà, c'était assez facile. J'ai maintenant un programme plus générique qui va fonctionner pour n'importe quel nombre de notes, sauf que je viens d'introduire un bug. Alors, où est ce bug à votre avis? Le bug va survenir quand l'utilisateur entre la valeur 0 pour le nombre de notes. Donc si je ne fais pas attention, ici, je vais diviser par 0. Alors pour éviter ça, il y a plusieurs solutions. Une solution possible, c'est de tester, avant de faire le calcul de la moyenne, si nombre de notes est égal à 0 ou pas. Alors je peux modifier mon programme de cette façon-ci, c'est-à-dire que j'ai ajouté un branchement conditionnel qui va tester si nombre de notes est positif strictement, c'est-à-dire
qui n'est pas égal à 0. Dans ce cas-là, je vais faire le calcul comme précédemment, et puis je n'ai plus qu'à fermer l'accolade ici. Et donc, si nombre de notes est égal à 0, je ne vais pas exécuter cette division. Terminons par ce qu'on appelle les boucles imbriquées. Alors pour cela, je vais revenir sur l'exemple de la table de multiplication par 5 qui utilisait cette boucle for pour afficher la table de 5. Et je vais supposer maintenant que je veuille afficher toutes les tables de multiplication de 2 jusqu'à 10. Eh bien, il me suffit de mettre ce code à l'intérieur d'une autre boucle for et de le modifier légèrement pour obtenir l'ensemble des tables de 2 jusqu'à 10. Alors je vais commencer par mettre ce code tout simplement dans une boucle for. C'est ce que j'ai fait ici. Ici, j'ai recopié le code précédent, donc celui qui m'affiche la table de multiplication par 5, que j'ai mis dans une autre boucle for ici, qui va faire varier une variable j de 2 jusqu'à 10. Donc j va prendre 9 valeurs de 2 à 10. Donc l'ensemble de ce code va m'afficher 9 fois la table de multiplication par 5. Comme maintenant je veux plutôt toutes les tables de 2 jusqu'à 10, j'ai qu'à modifier ce 5-ci pour afficher plutôt la valeur de la variable j, puisque j varie de 2 à 10, et je vais aussi modifier ce 5 surtout pour utiliser la variable j dans cette expression. Je vais donc obtenir ce code-ci, où j'ai maintenant j ici, ainsi que j dans cette expression, et je dis maintenant que l'ensemble de ce code m'affiche les tables de 2 à 10. C'est ce que nous allons vérifier maintenant en détaillant ce code pas à pas. On commence donc avec une première boucle for qui déclare une variable j et qui l'initialise à 2. La condition est j inférieur ou égal à 10 et l'instruction d'incrémentation est plus plus j. Donc j va prendre les valeurs 2, 3 jusqu'à 10 et pour l'instant j va être initialisé à 2. On entre maintenant dans cette boucle for qui commence par cette nouvelle instruction que j'ai ajoutée pour afficher le nom de la table qu'on va afficher, c'est-à-dire que je vais afficher table de multiplication par, ensuite la valeur de j, ensuite 2 points. Comme j vaut 2, je vais simplement afficher 2 pour l'instant. On entre maintenant dans cette boucle for qui utilise une variable i, qui l'initialise à 1, la condition est i inférieur ou égal à 10, l'instruction d'incrémentation est plus plus i va donc prendre les valeurs 1, 2 jusqu'à 10. Et pour l'instant, i contient la valeur 1. On entre donc dans cette boucle for, c'est-à-dire qu'on va exécuter cette instruction d'affichage qui affiche la valeur de j, c'est-à-dire 2. Ensuite, multiplié par la valeur de i, c'est-à-dire pour l'instant 1, ensuite vaut, ensuite la valeur de cette expression qui est 2 fois 1, c'est-à-dire 2. C'est la seule instruction qui est dans la boucle for i. On va donc revenir ici pour exécuter l'instruction d'incrémentation. I va prendre maintenant la valeur 2. La condition est toujours vraie, donc on entre une nouvelle fois dans la boucle for i, c'est-à-dire qu'on va exécuter cette instruction, cette fois-ci avec i qui vaut 2. J vaut toujours 2. On obtient l'affichage multiplié par. On affiche la valeur de i qui vaut donc 2 maintenant. On affiche vaut et la valeur de cette expression qui vaut maintenant 2 fois 2, c'est-à-dire 4. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que i prenne la valeur 10. On va exécuter l'instruction d'incrémentation plus plus i, qui va faire que i prenne la valeur 11. La condition va devenir fausse, donc on va sortir de cette
boucle, c'est-à-dire arriver ici. On arrive maintenant à la fin de la boucle for j. On revient donc maintenant ici. Pour exécuter l'instruction d'incrémentation plus plus j, qui va donner la valeur 3 à j, puisque j vaut 2, la condition est toujours vraie, et on entre une nouvelle fois dans la boucle for j, c'est-à-dire qu'on recommence par exécuter le corps de la boucle for j. On affiche ce message-ci, avec cette fois-ci j qui vaut 3, et on rentre une nouvelle fois dans cette boucle for, et on recommence avec i qui vaut 1. L'instruction à l'intérieur du corps de la boucle for i va être exécutée, cette fois-ci avec j qui vaut 3. On va obtenir l'affichage multiplié par i vaut 1 de nouveau. Et on va afficher la valeur de l'expression j fois i, c'est-à-dire 3 fois 1, donc simplement 3, et ainsi de suite, jusqu'à ce que i prenne la valeur 10. On va donc, pour chaque nouvelle valeur de j, dérouler complètement la boucle la plus interne, c'est-à-dire la boucle for i. I va varier de 1 à 10 pour afficher l'ensemble de la table de multiplication pour la valeur courante de j, jusqu'à ce que j prenne la valeur 10.